J'ai besoin de mettre pas mal de pages, les unes à côté des autres, sur une table. Et j'ai vraiment commencé par la première page. J'ai hésité parce que le premier paragraphe, on croit que c'est une scène réelle, avant de s'apercevoir que c'est la description d'un tableau. J'ai failli prolonger un peu cette ambiguïté. Je trouvais ça bien de commencer par cette ambiguïté-là. Mais mon objectif, c'était très vite d'introduire le père, en fait, et de ne pas le lâcher, quoi, jusqu'à la fin du livre quasiment. Après, je dirais qu'il y avait des points obligés par lesquels je devais passer, des choses. Donc, mais ça, c'est les sources, en fait, si on peut dire. Hein. Je pense, ça m'arrive de temps en temps de penser à la peinture, hein, mais j'avais passé de quelques heures dans le musée d'Amsterdam où il y a les maîtres anciens, où il y a beaucoup de tableaux de la guilde des marchands, de bourgmestres et de commandants d'armée aussi, enfin des personnes importantes. Et je me suis dit que la peinture pouvait retranscrire une réalité sociale, aussi bien qu'un roman. Enfin, disons que cet ensemble de tableaux sur ce qui font que les villes de la Flandre sont devenues quelque chose d'important commercialement, on s'est dit que ça en disait autant qu'en disait par exemple Thomas Mann quand il parle de sa famille de bourgeois hanséatiques de Lübeck, quoi. Et je pensais jamais à la peinture en ces termes. Et donc il fallait que je passe par là. Il fallait aussi que je passe d'une et une autre par les guides Michelin. Je voulais revenir sur... Je me souviens d'ailleurs quand on s'était vu en 2005, j'avais dit qu'un des échecs de plateforme pour moi tenait au fait que je parlais pas assez de cette description du monde donnée par les guides, quoi, cette transformation du monde en parcours désirable, le procède les guides. Et pour moi, le retournement décisif, en fait, ce qui me manquait, ça a été quand je me suis mis moi-même, enfin, de par mon mode de vie, à être un touriste en France. C'était un renversement de perspective nécessaire, quoi. Et donc à choisir mes itinéraires quand je vais d'Irlande en Espagne et vice-versa en voiture, avec des critères de touriste, quoi. Et après, comment ça s'entrelace, l'entrelacement est un truc qui me fascine depuis longtemps, quoi. Dans les particules élémentaires, qui est beaucoup moins réussi du point de vue entrelacement, en fait, ma grande référence c'est le Book of Kells, qui est magnifiquement entrelacé. Il y a une référence plus directe dans ce livre, c'est William Morris. Et moi j'en profite pour refaire de la pub pour Zanzibar, parce qu'ils ont sorti leur premier livre, un livre de Laferty, avec en couverture un papier peint de William Morris. Et ces papiers peints sont magnifiques, quoi, c'est des entrelacements magnifiques. Donc la construction, c'est de l'entrelacement, c'est une méthode d'entrelacement. Enfin, c'est difficile de
conceptualiser plus, mais je sens que je fais un truc du même genre. J'entrelace mes trucs. Après des points de passage obligés, il n'y en a pas tant que ça. Hein. La Russe, c'est un peu par hasard. Houellebecq, qui est devenu, qui m'a beaucoup démultiplié mes possibilités, en fait, c'est un peu par hasard. Hein. Enfin, je veux dire par hasard. Ça m'a paru comme un truc narratif crédible, quoi. J'imaginais l'artiste rencontrant le personnage de Becbédère dans un cocktail, ayant une vie mondaine rencontrant Becbédère. Et j'imaginais très bien un galeriste lui demandant qui est-ce qui pourrait faire un catalogue, un auteur un peu connu à l'étranger, tout ça, acheteur russe, Houellebecq. Donc c'est venu comme ça, comme une possibilité narrative. Bon, après, ça m'a beaucoup aidé à complexifier, ça c'est vrai. Mais c'était pas vraiment le projet de départ, quoi. Le projet de départ, c'était ça, père-fils, tourisme et ce que peut faire l'art aussi, et une espèce de méditation, disons, sur le statut d'artiste, en prenant quelqu'un dans les arts plastiques, parce que je trouve ça encore plus angoissant, vu l'extrême liberté dont ils jouissent dans leur mode d'expression. Ils peuvent tout à fait se retrouver dans des stades de doute soudain sur l'intérêt même de ce qu'ils ont employé comme méthode, décider de changer complètement de méthode, alors le cadre du roman ayant moins bougé, on a la sensation d'être dans une filiation, enfin on a des points de repère plus stables, quoi. Ça c'est vraiment venu d'Ennemi Public, ça, de ces quelques pages où je m'aperçois à quel point c'est bizarre d'avoir un père, à quel point c'est probablement bizarre d'avoir un fils aussi, quoi. Une relation étrange. Donc du coup je me suis dit que, je sais pas, il fallait que ce soit au centre. Mais au-delà de ça, je ne peux pas atteindre ce niveau de panique que peut avoir un artiste, parce que j'envisage pas d'utiliser autre chose que des mots, quoi. Eux, ils peuvent en être vraiment là. La prochaine fois, je vais mettre que des mots dans mon exposition ou des trucs comme ça. Ça peut être une interrogation sur les conditions même de production, quoi. Ce qui est paniquant, en fait, je trouve. C'est paniquant, c'est intéressant. Hein. C'est paniquant et intéressant depuis Duchamp, en fait, cette histoire-là, quand même. Ce qui est... Non, la panique qui saisit le romancier, qui peut saisir le romancier, c'est que le corpus des œuvres déjà produites est énorme et brillant. Et donc à quoi bon rajouter quelque chose? C'est en cela que c'est plus difficile d'écrire quand on vieillit, parce qu'on lit plus en fait à la base. On a plus lu j'ai ressenti comme jamais que... Je ne sais pas ce qu'il a en lui Balzac, mais il n'est pas écrasant, décidément. Il donne envie de faire.
J'ai un peu lu de Conrad, qui est lui assez effrayant parce que c'est très maîtrisé quand même. Et il y a un truc qui me fait beaucoup de bien à un moment donné, c'est de lire dans une vague notice bibliographique qu'il avait des crises nerveuses fortes. Donc il faut, quand on se maîtrise beaucoup dans l'écriture, il faut le payer par des crises nerveuses, quoi. Quand on se lâche pas, quand on se lance pas dans l'hystérie. Donc faut payer le prix de ça, ouais. Mais et il y a des choses qui sont apparues comme qui me sont arrivées dans la vie et qui ont rejoint d'anciennes obsessions, la pelouse par exemple, la végétation, le triomphe de la végétation. C'est un truc assez ancien chez moi, où j'ai l'impression que la végétation va recouvrir tout. Mais on trouve des trucs, hein. Je vais t'en citer deux que j'ai trouvé juste avant de commencer l'interview. Et c'est vrai, ça m'est pas vraiment venu en écrivant. La fin, l'extrême fin. C'est tout à fait une réminiscence d'un passage qui m'avait frappé, c'est la fin de Dr Faustus. J'explique, je vais essayer d'expliquer. Il explique que son musicien Adrien Leverkühn fait l'inverse de la 9e symphonie de Beethoven, c'est-à-dire que dans la 9e symphonie, au travers de la matière orchestrale très riche, la voix humaine se développe de plus en plus et finit par l'emporter. L'hymne à la joie de la fin, que Leverkühn fait l'inverse, la voix humaine est de plus en plus faible et finit par être perdue et noyée dans les masses orchestrales qui s'abattent sur elle. Et en fait, c'est indiscutablement, j'ai fait la même chose avec de la végétation, quoi. Et il y a un autre truc qui m'est revenu avec en parlant avec Joseph Massescaron. C'est vrai que je me suis acheté une Mini qui a la réputation, comme elle est très basse, bien centre de gravité bas et large, de se comporter très bien dans les virages. On maintient une bonne vitesse dans les virages et je pense que ça m'a aidé. Il y a vraiment une métaphore juste, conduite automobile, écriture, quoi. Beaucoup de sinuosité, mais maintenir une bonne vitesse, quoi. Ça c'est plus con, mais je pense que c'est assez vrai aussi. De temps en temps, c'est vrai, je m'amuse dans les virages avec ma Mini. Et ça joue peut-être. Hein. Sinon, il y a... Enfin, il y a d'autres influences. Pérec, je sais, j'aime beaucoup, je sais jamais quoi trop en faire en tant qu'hommage direct. Enfin, il y a un vague hommage dans le Mat Fou Cavalier qui est permis à Steve Jobs, qui est en fait une allusion à la partie d'échecs qu'il cite dans La vie mode d'emploi, qui est une des plus belles parties de l'histoire des échecs, c'est l'Evergreen du Andersen. Une partie de l'école romantique, quoi. Une partie, un mat totalement stupéfiant. Mais Pérec, oui, c'est une de mes influences depuis toujours, en fait, je dirais. Enfin... Non, j'ai pas fait de
après on me parlait de repérage, hein, je connaissais le quartier avant d'y situer le livre. En fait, je suis souvent descendu dans un hôtel qui est là, rue Esquirol précisément, parce que le parking est pratique, parce qu'il y a un petit espace vert pour mon chien. Et oui, j'aime bien le quartier. Bon, j'ai jamais habité. Il y a un appartement que j'ai failli avoir, que j'ai beaucoup regretté, qui était rue du Château des Rentiers. Donc c'est le côté chaotique hein, que j'aime bien, le côté il y a un peu n'importe quoi. Et il y a il y a entre autres les forteresses quadrangulaires, ça c'est en rapport avec Jed, qui a comme un vague côté protestant ce garçon. Enfin, il aime bien Mondrian au début, surtout ça. Conserve une grande réserve pour les objets naturels avant de se laisser engloutir par la végétation. Donc il préfère les objets industriels et c'est vrai que bon, Shannon par exemple, c'est un aéroport qui m'enchante réellement. Il y a un côté, c'est bien droit, bien rectangulaire, il y a de l'espace. Il y a ce qui est... C'est une description assez exacte de l'aéroport de Shannon. D'ailleurs, parfois, il sert effectivement les transports de troupes de l'armée américaine, et d'un seul coup, il y a 1000 soldats qui tiennent bien, hein, il n'y a pas de problème. Il avait vraiment été prévu large. Et bon, c'est... Donc, oui, en cas, enfin, il y a en fait, il y a deux choses qui sont venues du livre avec Bernard Henry. Il y a avant tout l'envie de vraiment plonger dans la relation père-fils. Et il y a aussi une espèce... Je me suis remémoré à quel point enfin, les 30 Glorieuses, que j'ai finalement à peine connues, hein, et à quel point c'est une époque étrange quand même. C'est étrange cet optimisme technologique, à quel point c'est devenu étrange pour nous, quoi. Par exemple, dans la correction des preuves, j'ai bien voulu qu'on mette année 1950 et non pas année 50 pour les situer comme un truc loin, étrange. On a du... je sais pas, ça paraît... Moi, ça me paraît plus étrange que les années 1890, réellement. Cet optimisme, cette foi dans le progrès. On en est vraiment très très loin maintenant. Hein. Et cette... bon, je passe du coq à l'âne, hein, mais après l'écriture de ce livre, donc ça n'a pas influé directement, j'ai été invité en Chine pour des livres. Et bref, on médiatise Shanghai, enfin les trucs hyper modernes, mais par exemple Pékin, on rase des quartiers où il n'y avait pas vraiment de chiottes ni d'eau courante pour mettre des immeubles modernes. En fait, dans beaucoup d'endroits, ils en sont à l'époque des 30 Glorieuses, ce qu'étaient les 30 Glorieuses pour nous. Et on retrouve
cet enthousiasme, cet optimisme. C'est à la même époque que les gens se sont mis à fumer beaucoup aussi d'ailleurs. Parce qu'ils avaient une vie moderne, stressante, tout ça, enfin... Maintenant on a une vie tout aussi stressante, mais en plus on essaye d'être sain, donc c'est devenu encore plus dur. Mais en Chine ils fument tout le temps, et il y a un côté années 50 en Chine, hein, quand on y va. Enfin, même dans des détails assez burlesques, hein. Par exemple le matin ils font, au lieu de faire du tai chi chuan, comme on imagine, ils dansent le rock dans les rues. Il y a des couples qui dansent le rock pour se mettre en forme pour la journée. Oui. Non mais c'est vrai, hein, je dis pas ça pour... on me l'a raconté, je l'ai vu, c'est vrai. Et donc oui, j'avais aussi envie d'avoir un personnage dont la jeunesse avait été vécue pendant ces années-là, quoi. Le début de vie active en tout cas. Donc ça a été un de ceux qui ont construit la France, enfin Jean-Pierre Martin, qui enfin enfin, c'est un peu bizarre d'avoir la nostalgie de ça, mais il y a ça dans le livre. La nostalgie de la gaieté de ce moment où tout changeait. Ouais, que j'ai pas... Par exemple, la première fois que j'ai entendu une chanson des Beatles, c'était en même temps qu'on annonçait leur séparation, quoi. Donc je peux pas dire que j'ai vraiment connu. Mais écouter les premiers Beatles, c'est une expérience stupéfiante, quoi. Cette gaieté qui explose, en fait, c'est incroyable. C'est un architecte, je dirais, à ambition artistique qui devient architecte utilitaire, quoi. Donc en fait il y a une ambition artistique longue qui est... Alors comment ça lui vient au grand-père, l'ambition artistique, comment il tombe sur la photographie, ça on ne sait pas, c'est mystérieux. Après son père rate et le fils réussit, quoi. Donc c'est un truc, ça m'étonne c'est la 3e génération que ça réussit, oui. Mais bon, architecte, une ambition artistique et politique, enfin fait que ça... Oui, ça pouvait pas réussir son truc. De même que William Morris ne pouvait pas réussir. Même si étrangement William Morris a un succès commercial. Ce qui reste très étrange. Hein. C'est quoi ce briquet? Je sais pas où je l'ai récupéré, c'est un briquet soviétique, effectivement. Je sais pas d'où ça me vient. Je sais pas, c'est... William Morris, t'es tombé quand sur William Morris, Au départ, c'est en lisant Le Retour de Don Quichotte de Chesterton, où la préface explique clairement qu'il fait... C'est inspiré de William Morris. Donc c'est il y a longtemps hein, déjà, j'avais, je sais pas, 30 ans. Donc j'ai essayé de chercher dans la bibliothèque ce qu'il y avait autour de William Morris. Et là, à vrai dire, je dis presque tout ce que je sais dans le livre.
sur William Morris. Bon, sauf que ce qu'il a fait graphiquement est vraiment très bien. Et ça faut... Il y a Tocqueville aussi dans le livre. Ah, Tocqueville. Tocqueville, c'est... Tocqueville, j'avais vu ça une première fois il y a longtemps. J'avais trouvé ça quand même un peu ennuyeux. Et j'ai réessayé il y a 2 ans et j'ai été foudroyé. Réellement. On peut lire des passages. Il faudrait que je me rassoie. Ouais. Ça va être une démonstration. Bon. Non, parce que quand... C'est un des passages les plus connus. Hein. Je sais pas où je l'ai mis. Alors, bon, je sais pas si je vais le lire. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart et comme étranger à dessiner de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? Donc ce passage d'une part contient Nietzsche, en mieux, contient également Philippe Meuret, et a été écrit vers 1830 quoi. Ça contient le Nietzsche du dernier des hommes, alors que, et ça contient plus parce que Nietzsche vous enrobe ça dans un destin métaphysique mystérieux, alors que pour lui c'est simplement un moment normal du développement de la démocratie, un moment possible et normal du développement de la démocratie. Et c'est très bien écrit, hein, là c'est ponctué magnifiquement. La répartition des 2 points et des points-virgules dans les paragraphes est magnifique, quoi. On peut... Alors j'ai arrêté parce que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser, la peine de vivre et une chute magnifique. Après c'est pas mal aussi, hein. Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète. Et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. Alors donc j'ai eu cette révélation qui pourrait être pénible aussi, c'est que beaucoup de ce que j'ai écrit pouvait être inclus là-dedans, avec cette adjonction que chez moi la famille aussi a disparu, quoi.
il reste la famille chez lui. Ça, il ne pouvait pas prévoir l'effritement de la famille et la transformation définitive en individu, quoi, l'émiettement total. Mais c'est foudroyant, hein, ce genre de truc. Bon, tout n'est pas de ce niveau, mais c'est un livre, oui, qui est quand même foudroyant, de la démocratie en Amérique. Et donc ça m'a... C'est vrai que j'ai eu l'impression d'être pris dans un réseau de règles compliquées, minutieuses et inutiles. Et j'ai l'impression d'être dirigé vers un bonheur uniforme, vers une manière de me réjouir qui me réjouit pas vraiment. Je sens tout cela, oui. Enfin, c'est un esprit très étrange, Tocqueville, parce que au bout de tout, il est pour le développement de la démocratie et l'égalité. Tout en ayant senti mieux que tout autre les dangers, quoi, et tout en étant lui-même issu d'une vraie famille aristocratique. Alors que Nietzsche est toujours fantasmé en aristocrate, il nous bassine dans Ecce Homo sur le fait qu'en fait les Nietzsche étaient des aristocrates polonais. Bon, passons là-dessus. Tocqueville, lui, est un vrai aristocrate français, avec une partie de la famille décimée, etc. Et il assume la révolution, il prévoit les dangers. Donc, ouais, il est difficile de lire Tocqueville sans admiration. Mais en plus, je te dis, c'est magnifiquement écrit, hein, quand même. Voilà, donc c'est une redécouverte fulgurante, il y a 2 ans, de Tocqueville. Je sais pas que je sois tocquevillien, que je sois devenu tocquevillien, parce que je sais même pas ce que ça recouvre au juste. En tout cas, c'est quelqu'un qu'il faut avoir lu, ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Disons que ça fait partie des lectures indispensables que je recommanderais. Que je l'aurais pas dit il y a 5 ans, quoi, non. J'avoue que ça m'a beaucoup réjoui de lire ce que je reproduis dans le livre, d'ailleurs, les souvenirs de Tocqueville sur Lamartine. Parce que j'aime beaucoup Lamartine, je continue à beaucoup aimer Lamartine comme auteur, mais c'est tout à fait vrai qu'il rentre ou il sort du vrai sans y prendre garde. C'est pas du tout... il y a un côté pas sérieux, quoi, chez Lamartine, qui est... Non, penser que cet homme a réellement été candidat à la présidence de la République, enfin, on se dit que ça doit être une époque amusante quand même, dans un sens. Ça m'arrive de faire mon français, ce qui consiste en gros à feindre, au départ c'était feindre, hein, une compétence sur les mets et les vins. Et qu'à force de feindre, on finit par être objectivement compétent. Donc vu de suffisamment loin un français, c'est ça. Hein. C'est génialement synthétisé par les Guignols de l'info dans le personnage du commandant Sylvestre. C'est le pays des... les fromages qui puent là. Donc vu de l'étranger, c'est ça un français. Oui, on tient un vin à choisir, hop, on prend le français. Donc c'est pas grand chose de plus. Pour moi, c'est aussi... je sais pas si je te l'ai dit, sûrement, on a dû en parler, mais je commence à avoir envie de revenir en France. Parce que j'en ai marre de parler anglais, ça me fatigue.
Et c'est... Quand on écrit un livre, ça vous apparaît bizarre, incongru, de parler une autre langue dans la vie. En même temps, je me demande si ça facilite pas la concentration, parce qu'on est encore plus seul, quoi. Quand on est en plus seul dans sa langue. Donc pour moi, en gros, si je voulais répondre rapidement, être français, c'est parler français, quoi, grosso modo. C'est quand même ça qui compte. Bon, les vins, j'aime bien, hein, le fromage, j'aime bien, mais être français, c'est parler français, ouais. What else? Tu sais, l'Allemagne existait en tant que culture bien avant d'exister en tant que nation. Et d'ailleurs, quand c'est constitué en tant que nation, on a aussitôt profité pour créer des catastrophes. L'Italie n'a pas du tout existé en tant que nation au moment de la Renaissance italienne, ça n'a pas empêché la Renaissance italienne de... Donc c'est un peu un détail, quoi, les nations, quand même, par rapport aux cultures. Oui, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la question, ouais. Bon, là... Moi, j'ai pas d'inquiétude hein, sur l'avenir de la langue française, elle est bien, enfin, j'aime, on a plaisir à l'utiliser. C'est un son particulier, ouais, qui sera pas... T'as renoncé à l'idée un jour d'écrire en anglais parce que t'as vu cette idée à un moment? Oui, j'ai renoncé. J'ai écrit du pidgin English un petit peu pour plateforme, mais j'irai pas plus loin. Non, je préfère le français. Puis et puis c'est un peu tendance en Chine, donc on est sauvé. C'est honnêtement un peu tendance de parler français. Shakespeare, c'est très beau, certes, en anglais, mais au fond, est-ce vraiment un tragédien? Victor Hugo, qui était pour le drame romantique, proposait tragédie, se réclame de Shakespeare, et je pense qu'il a raison. On ne trouve pas vraiment chez Shakespeare l'esprit de la tragédie au même titre que chez les Grecs, ni que chez Kleist beaucoup plus tard, qui est pas apparemment qui est classé avec les romantiques parce qu'il est tombé en même temps et qu'il s'est suicidé jeune. Mais en fait, Kleist est authentiquement un tragique. Il y a authentiquement cet enchaînement inéluctable, ce destin auquel on échappe mais qui revient. C'est un tragédien. Shakespeare, j'ai des doutes. Shakespeare, on a l'impression que les choses auraient pu se passer autrement. Parce que j'ai l'impression que dans ce livre, il y a plus d'éléments de tragédie que dans les précédents. Non, je dis ça aussi parce que j'ai lu le livre d'Aurélien Bélanger et Michel Houellebecq, écrivain romantique, que j'ai trouvé excellent. Vraiment. Il a vraiment bien travaillé, ce garçon. Et je me suis demandé, est-ce que je suis encore un écrivain romantique dans ce livre? Et j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus d'éléments tragiques, de tragique. Il n'y a plus de lyrisme en tout cas. Non, là il n'y en a pas, c'est vrai. Mais la chose particulière étant la dernière partie de La Possibilité d'une île, je ne suis pas en état de le reproduire là. On choisit pas hein, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il y a pas de poésie dans le roman et que oui. Il y a quelques couplets de chansons de temps en temps. Oui. Non, j'ai
Je l'ai fait dans la dernière partie de l'Odyssée du Nil, faire émerger la poésie et triompher la poésie, mais je ne l'ai pas refait là, je peux pas. Enfin, bon, puis je l'ai fait une fois. Là, c'est une fin comme j'en avais fait comme la fin des particules élémentaires, une fin douce avec une espèce d'amplification et de douceur. Bon, j'atterris en douceur, hein, mais c'est pas le triomphe de la poésie, non. Bon, mais Et l'humour dans ce roman, pourquoi du Jean-Pierre Pernaut, tout ça, là, tout. Il y a un truc que je fais plus que d'habitude, je trouve, c'est une ironie gentille. Je l'aime bien, quoi, mais il y a un petit peu d'ironie très douce, gentille. Il y a un peu ça avec le charmant petit couple d'homosexuels qui hésite sur sa vocation gastronomique et qui, lui, le milieu homosexuel traditionnel était très réservé par rapport à la cuisine. Enfin, il y a une ironie gentille qui est il y a des petits moments d'ironie gentille au début avec Frédéric Becbédère, qui à la fin se révèle beaucoup plus profond qu'on l'attendait. C'est une chose, une de mes phrases préférées, c'est, vous savez, l'amour c'est rare. Vous ne saviez pas? Vous l'avez jamais dit? Et des fois, il y a des choses qui me trottent dans la tête. Je me souviens nettement de la source. C'est une publicité pour l'eau écarlate qui détache. Et c'était assez obsédant. Ta maman t'a pas appris ça? T'en fais pas, t'affole pas, l'eau écarlate arrangera ça. L'eau écarlate, tu connais pas, ta maman t'a pas appris ça. Et c'est bien le problème de Jed. Non, sa maman lui a pas appris ça, en fait, que l'amour c'était rare. C'est vrai que ça démarre assez mal entre eux, cette idée, il devrait louer une escorte pour Noël, quoi. Et juste pour faire croire à son père qu'il est en famille, enfin... Oui, ça manque toujours, oui. Ça manque toujours. Parce que l'atomisation, le dernier stade de l'atomisation n'est pas encore accompli et reste douloureux. Famille recomposée, oui, mais il y a beaucoup de familles décomposées et non recomposées. C'est quand même ça aussi. Et ça manque, ouais, ça manque. Alors qu'est-ce qui, je sais pas, ou alors faut faire élever les enfants par la société, enfin comme c'est très étonnant, hein, les propositions révolutionnaires sur l'éducation, par exemple. Il y en avait qui proposaient que les enfants soient élevés par l'État, par la nation, dès la naissance. Ça existait comme proposition. Ceci n'a pas été retenu. Donc on a juste laissé se décomposer les choses. Et le manque est toujours présent. Je suis reconnaissant de ne pas me demander si j'ai une solution. La réponse est non, je n'en ai pas. Pas plus que la dernière fois. Enfin, divers problèmes auxquels j'ai pas de solution que faire des vieux.
Je suis plus à l'aise dans le registre du constat, hein. Que dans celui de la proposition. En fait, je pense qu'il rate son dernier tableau parce que le projet est trop compliqué. Il veut à la fois représenter un artiste et avoir ce partage du monde de l'art. Donc c'est trop pour lui, quoi. Il s'en sort très bien dans Bill Gates et Steve Jobs parce que c'est pas des artistes et qui sont bien emblématiques à leur manière. Oui. C'est vraiment deux faces du capitalisme. Bon, ma préférence est nette pour le capitalisme de l'inventeur, hein, pour l'inventeur. J'aime vraiment les produits Apple, quoi. Parfois, oui, je suis bluffé, ça. Et c'est vrai. Ça fonctionne avec des idées. C'est... Et entre Damien Hirst et Jeff Koons, il y a une préférence? J'ai une préférence pour Jeff Koons, oui. Oui. Oui, oui. Bizarrement, parce que je suis peut-être moi-même plus proche de Damien Hirst, mais il est trop froid. Enfin. Moi j'aime bien ces lapins, enfin ces trucs joyeux, quoi. J'avais bien aimé ces trucs avec Ilana Stallone, là, je sais plus comment ça s'appelle, la porno. Mais c'est... Bon, Bon, ça part sur une difficulté de représentation de Jeff Koons, qui est effectivement difficile à photographier. Et alors, il y a des éléments de réalité dans ce livre, hein. Je m'étais dit effectivement en voyant Jeff Koons qu'il avait une expression très mobile entre des choses qui apparaissaient contradictoires. Un autre élément de réalité, c'est qu'il y a vraiment, si tu vas à Shannon, tu te rendras compte d'un portrait de Kennedy. Et qu'on reconnaît immédiatement Kennedy beaucoup plus rapidement qu'on l'aurait reconnu d'une photo. C'est ce qu'on imagine de Kennedy, alors que le tableau est pas bon, quoi. C'est pas bien exécuté, mais... Alors qu'est-ce qui va m'arriver dans ce livre? On va peut-être me proposer de faire mon portrait. Non, il y a une capacité de synthèse dans le portrait, de synthèse de beaucoup de choses que la photo ne peut simplement pas faire, quoi. C'est... Bon, après, comment ils font dans le détail, j'en sais rien, mais... En tout cas, c'est une aptitude à la synthèse de tout ce qu'on sait d'une personne. Et à l'intérieur de ça, l'autoportrait, c'est quoi? Mais c'est quelque chose qui n'intéresse pas Jed Martin, en tout cas. Lui, il se trouve pas intéressant. C'est un truc qui m'intéresse un peu. Pas au point d'en faire tout un livre, mais comme personnage secondaire, c'est bon. C'est pas mal. C'est très agréable à faire, très amusant. Bon, je bifurque à l'âge. Je
j'ai tendance à caricaturer un peu. Donc je suis obligé de me rajouter des éléments positifs, quoi, mais pour pas être un guignol complet. Mais c'est très amusant de se peindre en guignol complet. Enfin, c'est la scène où il est sous, là, et c'était vraiment un plaisir à écrire, quoi. Accro à la mortadelle. Ouais, accro à la mortadelle. Où il se met à parler bizarrement. Mais là, j'ai plus essayé de faire une caricature de moi. C'est le genre de la caricature, quoi. J'ai pas essayé de capter mes expressions, j'ai essayé de me caricaturer. Enfin, j'ai réussi d'ailleurs, j'ai réussi comme caricature, mais bon, si bien qu'après, je me radoucis un peu. Je me radoucis un peu dans la dernière scène, et c'est là justement où ça commence à devenir encombrant. Ça commence à trop, ouais, hop, découper en rondelles. Mais incidemment, il y a des trucs qu'on arrive à utiliser. Quelqu'un m'avait raconté que ça existait vraiment, les trafics en insectes. Le récit m'avait terrifié. Des gens qui transportent des insectes rares pour des collectionneurs fortunés. Donc j'avais pris des notes. Donc c'est ça, il faut toujours prendre des notes, même si on ne sait pas ce qu'on va en faire, ça peut trouver sa place. Et enfin, bon, là c'est vrai que j'ai fait une chose compliquée, certes j'en suis conscient, mais où j'ai essayé de rendre la lecture facile quand même. Où faut enfin, ça peut être agréable d'être un peu égaré par moments. D'avoir l'impression qu'on ne sait pas bien où ça va. Enfin, en tant que lecteur, c'est une sensation que j'aime bien. Mais j'ai pas eu trop de difficultés cette fois-ci. Les moments de difficulté chez moi correspondent souvent à des changements de partie, en fait. Quand j'ai changement de partie, j'ai souvent arrêt, ce qui est toujours un peu inquiétant. Là non, ça va, ça a repris. Tu l'as écrit vite finalement, ce livre? Un petit peu plus d'1 an, je dirais. Mais ça va, quoi, j'ai pas eu de crise d'arrêt. J'ai eu des souffrances quand on essayait de rendre fluide des trucs pas composés de beaucoup de fils, de tisser ça, mais mais j'étais content, fatigué mais content, comme on dit, enfin.